Alors, la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 22 novembre 2021 est ouverte. Il est 19 heures. Alors, avant de vous céder la parole, M. le maire, pour le mot des élus, j'aimerais vous préciser en quelques mots le déroulement de la soirée, puisque nous aurons ce soir deux conseils. En plus de cette séance ordinaire, nous aurons deux conseils extraordinaires qui porteront respectivement sur le PDI 2022 à 2031 et les prévisions budgétaires de l'arrondissement pour l'année 2022. Alors, donc, vous allez pouvoir commencer le mot des élus dans cette séance-ci. À 19h15, je vais vous interrompre. Nous allons suspendre la séance ordinaire pour commencer la séance portant sur le PDI. Vous aurez donc une présentation à faire et après la présentation, nous procéderons à la période des questions, si questions il y a. Donc, je rappelle aux gens que l'accès aux questions est toujours ouvert jusqu'au moment où nous serons rendus à la période des questions. Alors, si vous voulez poser des questions, ça sera le moment de le faire. Après quoi, nous adopterons le PDI. Lorsque la séance extraordinaire du PDI sera terminée, nous allons passer tout de suite à la séance extraordinaire du budget. Il y aura donc une présentation de votre part pour le budget 2022. Nous procéderons également à la période des questions. Donc, l'accès sera ouvert à la période des questions jusqu'au moment de la période des questions. Après quoi, à la suite des questions, nous passerons à l'adoption des prévisions budgétaires. Nous terminerons donc la séance extraordinaire sur le budget, après quoi nous reviendrons à la séance ordinaire, nous serons rendus au mot des élus et nous allons poursuivre avec la période des questions de la séance ordinaire, etc. Ça vous va? Alors voilà, je vous laisse la parole pour le mot des élus. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement du 22 novembre 2021 qui se tient encore une fois en mode virtuel. Nous sommes en ce moment en train de préciser les règles entourant la tenue d'une assemblée du Conseil en personne, notamment la possibilité d'exiger une preuve vaccinale, ce qui est pour moi une condition essentielle pour la tenue d'une telle rencontre. Nous espérons qu'il sera possible de le faire dès l'assemblée du mois de décembre ou au plus tard à la première assemblée en 2022. C'est donc la première séance du Conseil d'arrondissement de ce nouveau mandat de 4 ans que nous amorçons à peine. Je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens pour leur confiance à mon égard et à l'égard de toute notre équipe. Je félicite et remercie toutes les personnes qui ont présenté leur candidature et qui ont ainsi contribué à l'exercice de la démocratie. Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos deux nouvelles élues, Laurence Parent, qui est conseillère d'arrondissement du district de Lorimier, et Marie Sterling, qui est conseillère d'arrondissement du district du Myland. Félicitations aussi à Marie Plourde, Marianne Giguère, Maëva Villain et Alex Norris pour leur réélection. Ce soir, comme à chaque année à cette période, nous avons un 3 dans 1, c'est-à-dire que nous avons la séance régulière du conseil d'arrondissement, mais aussi les deux séances extraordinaires pour adopter notre plan décennal d'immobilisation et notre budget de fonctionnement. Au cours des prochaines semaines, nous allons travailler avec notre équipe de direction pour élaborer notre plan stratégique 2022-2025 afin d'inclure les propositions de notre plateforme électorale dans le plan d'action de l'arrondissement. Si vous avez suivi attentivement la campagne électorale, vous aurez remarqué que ce mandat s'inscrit dans la continuité de la vision qui est mise de l'avant par Projet Montréal au cours des 12 dernières années. Nous voulons demeurer un laboratoire d'innovation urbaine sur les enjeux sociaux, la transition écologique et une économie locale dynamique, verte et inclusive. Nous allons aussi accorder beaucoup d'importance à la protection de nos actifs ou, en d'autres mots, nous allons prendre soin de ce que nous avons créé au cours des 12 dernières années et aussi de ce qui nous est confié comme nos ruelles vertes, nos parcs, nos espaces publics, nos rues, nos arbres, nos magnifiques saillies de trottoirs, nos trottoirs et nos immeubles. En terminant, nous sommes très fiers du mandat clair que nous avons reçu de la population du plateau. Nous allons toujours demeurer à l'écoute et proche du terrain
C'est vraiment la marque de commerce des élus du plateau Mont-Royal et de Projet Montréal, d'être constant, d'être ancré dans notre territoire, présent dans le quartier auprès des citoyens et des citoyennes. Et on veut toujours s'assurer que nous demeurons au diapason des besoins et des aspirations des citoyennes et citoyens du plateau. Nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec une équipe de direction compétente, engagée et dédiée au service public. Et nous avons aussi la chance de compter sur des employés qui sont tout aussi compétents et dévoués et qui nous permettent d'offrir des services et de réaliser des projets de grande qualité. Donc, je profite de l'occasion pour les remercier et les inviter à continuer cette belle collaboration pour les 4 prochaines années. Sur ce, je vous souhaite un bon conseil et je passe tout de suite la parole à Laurence Parent, nouvelle élue du district de Lorigny. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Monsieur le maire. Donc, très heureuse de participer à mon premier conseil d'arrondissement ce soir, en tant qu'élue, après 20 ans à Montréal, d'abord comme étudiante, ensuite comme militante, comme travailleuse dans le milieu communautaire, comme chercheur universitaire. Comme vous le savez, cet automne, avec mes collègues, j'ai été sur le terrain. J'ai cogné à des centaines de portes. On a eu un super bel automne avec beaucoup de soleil. J'ai rencontré des centaines de résidents du district de Lormier, surtout des rez-de-chaussée, parce que pour les personnes qui ne le savent pas encore, moi, je me déplace en fauteuil roulant. Et ce soir, en fait, j'aimerais remercier là, toutes les personnes avec qui j'ai eu des discussions au cours de l'automne sur l'habitation, le verdissement, la mobilité. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps, premièrement, d'ouvrir votre porte, d'engager une discussion avec moi, de partager vos préoccupations, vos idées. C'était vraiment très enrichissant. J'aimerais aussi vous remercier pour les mots de félicitations reçus, parce que je pense que c'est important de le dire. C'est beaucoup de travail, une campagne, mais en même temps, on reçoit aussi beaucoup de mots de félicitations, d'encouragement. Donc, ça nous donne de l'énergie pour ces 4 belles années devant nous. Donc, maintenant, c'est le temps de se mettre au travail en tant qu'élu. Puis, ça va vraiment être un plaisir pour moi d'échanger avec vous, de vous rencontrer, les commerçants aussi, les organismes communautaires. Puis, je tiens aussi à saluer mes collègues qui m'accueillent vraiment à bras ouverts. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je peux compter sur votre expérience, votre bienveillance. Ma nouvelle collègue aussi, Marie Sterling, qui fait son entrée en politique, je suis vraiment choyée de le faire à ses côtés. Donc, voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Laurence, et encore une fois, bienvenue parmi nous. Nous sommes très heureux. Je passe maintenant la parole à Marie Sterling. Merci, Monsieur le maire, merci Luc. Je veux d'abord commencer par remercier, je peux que renchérir sur ce que Laurence a dit tout à l'heure, l'expérience en campagne, vous voir, vous parler, même, ceux qui sont plus critiques, c'était vraiment une étape très enrichissante de passer par là pour arriver aux résultats auxquels on est arrivé en équipe. Parlant de l'équipe, c'est pour moi, je suis comme Laurence, c'est un privilège d'être entourée par des gens d'expérience et à ce point, qui partagent à ce point ce qu'ils ont comme connaissance. Je suis une résidente du plateau depuis 20 ans, plus spécifiquement du Myland. C'est là que j'ai élevé ma fille et c'est un milieu qui, comme à vous, citoyens, me tient beaucoup, beaucoup à cœur, à nous les élus aussi. Je partage les préoccupations que j'ai entendues et je suis très contente d'être dans une expérience d'élu où est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler à améliorer ce milieu de vie qu'on aime tellement. Donc, voilà. Est-ce que c'est maintenant que je parle des 2 points? Oui. Alors, c'est ça. On m'a laissé... on me fait le plaisir de me laisser vous annoncer que dans les contributions qui vont être entérinées ce soir, on a deux projets qu'on va encourager, qui sont des projets qui, moi, me tiennent personnellement beaucoup à cœur. On parle de la protection de nos milieux de vie immédiats, c'est-à-dire l'habitation.
Donc, il y a deux sommes qui vont être versées à deux projets, à deux organismes. Le premier, c'est le Comité logement du plateau Mont-Royal, qui va pouvoir financer une recherche-action pour contrer les hausses de loyers abusives. Et le deuxième, c'est pour financer la clinique juridique du Myland qui va être en mesure de tenir des ateliers avec les gens qui ont besoin d'informations. Donc, je termine avec ça. Merci beaucoup. Merci aux citoyens. Merci l'équipe. Et bon conseil. Merci, Marie. C'est aussi une fierté pour nous de te compter parmi nous. Donc, je sais que dans 4 minutes, on va passer en conseil spécial. Donc, peut-être qu'on aura le temps pour une prise de parole de Marianne Giguère. 4 minutes, je vais les prendre, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Ce soir, je vous parle du parc La Fontaine. Il se passe toutes sortes de choses dans ce fabuleux parc au cœur de l'arrondissement. Vous avez sûrement vu le théâtre de verdure dont la construction va bon train qui va être ouvert avec une programmation dès l'été prochain. Le pôle famille aussi qui est en rénovation, qu'on espère aussi, qu'on projette de voir ouvert l'été prochain avec des nouveaux jeux d'eau, le nouveau bassin, des super nouveaux jeux pour les petits qui seront accessibles dans un cadre vraiment magnifique. Mais à plus court terme, cet hiver, on a le bassin des merveilles qui se prépare. Donc, tout autour du bassin sud là, qui sert de patinoire, on aura des parcours lumineux qui vont être en fait préparés par l'organisme Pépinière et on parle d'une invitation à la déambulation, à la contemplation. Et en collaboration avec MAP Montréal, on aura aussi des projections interactives qui sont conçues par des étudiants, des finissants de l'UQAM, spécialisés dans ce genre de techniques. Ça devrait être assez incroyable d'aller profiter de ça dans le parc cet hiver, d'autant plus qu'on aura le kiosque, donc sur l'espèce d'esplanade qu'il y a entre le chalet et l'étang, la patinoire. On aura donc la vente de boissons chaudes, de soupes, de toutes sortes de gâteries et une belle terrasse aussi parfaitement accessible. Je l'ai confirmé à tout le monde avec des points chauds, des foyers pour se réchauffer, ainsi qu'une piste de curling bavarois. Messieurs, dames, et ça va être vraiment excitant. Le curling bavarois, en fait, c'est comme la pétanque, c'est les mêmes règlements, mais ça se passe avec des patentes de curling et on reste immobile et on les lance. Et donc, on va pouvoir faire des tournois de curling bavarois. Donc, le bassin des merveilles, ça va être cet hiver. Et j'ajoute en terminant qu'on aura une nouvelle patinoire réfrigérée, donc qui, elle, devra ouvrir plus tôt et durer plus longtemps dans la saison, qui va être déployée entre les deux parties du parc, donc sur la rue Émile-Duployer qui a été fermée à la circulation. Et la fermeture de la rue, qui va être comme intégrée progressivement au parc, va aussi permettre que les sentiers de ski de fond traversent de l'autre côté et on va pouvoir profiter de ce qui est appelé l'îlot Papineau, donc la grande partie du parc qui est entre Émile-Duployer et Papineau. Et ça va donc allonger le plaisir et les kilomètres de ski de fond disponibles cet hiver. Donc, on ne nous reste plus qu'à se souhaiter un bel hiver neigeux. Merci. Merci. Est-ce qu'il est l'heure ou j'ai le temps d'une autre intervention? Moi, dans quelques secondes. Alors, si vous permettez, M. le maire, oui, il est 19h15. Alors, si vous permettez, nous allons suspendre la présente séance ordinaire. Nous reviendrons au mot des élus plus tard, par la suite. Alors, la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal du 22 novembre 2021 et portant sur le PDI 2022-2031 est maintenant ouverte. Il est 19h15. Alors, nous allons adopter, M. le maire, l'ordre du jour et par la suite, vous pourrez faire la présentation du PDI 2022-2031. L'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 22 novembre 2021 et portant exclusivement sur la programmation des dépenses d'immobilisation 2022-2031. Oui, donc je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 22 novembre 2021 et portant exclusivement sur la programmation des dépenses d'immobilisation 2022-2031.
Alors, l'article 10.02 est adopté. Je vous laisse maintenant à la présentation du PDI. Parfait, super. Donc, merci beaucoup. Donc, les gens peuvent suivre la présentation à l'écran si tout va bien. Donc, ça a l'air à bien aller parce que je la vois à l'écran et sur mon ordinateur. Donc, le programme décennal d'immobilisation 2022-2031 pour les personnes qui sont habituées à suivre les budgets de la ville ou d'arrondissement. Anciennement, on avait les programmes triennaux d'immobilisation. Donc, on adoptait les budgets d'immobilisation ou d'investissement sur 3 ans. Donc, maintenant, on les planifie sur 10 ans. Ça nous permet de voir plus longtemps à l'avance. Et c'est ce qu'on adopte ce soir. Donc, qu'est-ce que le programme décennal d'immobilisation ou le budget d'immobilisation? C'est les investissements dans les immobilisations. Je vais vous donner des exemples tout de suite après. C'est soit des nouvelles immobilisations, soit le maintien de la qualité des actifs. J'en ai parlé dans mon mot d'introduction. C'est très important pour moi et pour nous de s'assurer que nos équipements collectifs, nos infrastructures, qu'on en prend soin et qu'on les maintient, qu'on maintient leur bon état. Et ça peut aussi inclure des investissements dans le développement de secteurs stratégiques. Par exemple, réaménagement de parcs, c'est dans le budget d'investissement. Si on refait des rues locales ou si on reconstruit des bâtiments, c'est dans le budget d'investissement. Donc, par exemple, si vous avez chez vous, votre maison, le chauffage, l'électricité, l'épicerie, etc., ça, c'est le budget de fonctionnement. Mais s'il faut que vous changiez vos fenêtres ou que vous refassiez le toit de votre maison, ça, c'est le budget d'investissement. Donc, ce n'est pas des dépenses qui s'épuisent dans l'année courante, c'est des dépenses, c'est des investissements en fait qui durent dans le temps pour des biens ou des dépenses qui sont plus durables dans le temps, qui ne s'épuisent pas dans l'année. Donc, on a, dans le plateau, on a 3 grands programmes dans le budget d'investissement. Il y a le programme de réaménagement des parcs et c'est un fonds qui s'autofinance par le fonds des parcs. Donc, quand il y a des constructions, des projets où il doit y avoir des versements au fonds de parc, on reçoit grosso modo 1 million par année dans le fonds de parc et on dépense grosso modo 1 million par année pour le réaménagement de nos parcs dans le plateau et c'est ce qu'on prévoit pour les 10 prochaines années. Donc ça, c'est vraiment dans notre budget à nous. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, il n'y a pas d'autres contributions, d'autres programmes qui ne viennent pas de la ville-centre ou de d'autres paliers de gouvernement, mais dans notre budget à nous, c'est ce qu'on prévoit comme enveloppe budgétaire. Pour le réaménagement des infrastructures, donc rues, trottoirs, par exemple, c'est 1 200 000 dans les 3 années qui viennent et ensuite, on a une progression un peu à chaque année qui est inversement avec le 3e programme, qui est le programme de protection des bâtiments, où on a du rattrapage à faire. Donc, il faut qu'on mette un peu plus d'investissement dans les années qui viennent et éventuellement, on pourra réduire un peu pour équilibrer ça avec nos autres infrastructures. Donc, c'est grosso modo le budget, le programme triennal d'immobilisation, le budget d'investissement de l'arrondissement pour 10 ans réparti en 3 grands programmes. Pour vous donner une indication sur les projets qui sont prévus dans les prochaines années, là, donc à plus court terme. Donc, on voit dans le réaménagement des infrastructures, on va refaire la rue Rivard en 2022 entre Bibeau et Saint-Grégoire. On va réaménager la rue Saint-Dominique en Prince-Arthur et l'avenue des Pins. On va réaménager de manière permanente les terrasses Roy. Même chose avec le chemin Guilford. Donc, c'est des investissements importants là, qui rentrent dans le budget des infrastructures. Différentes saillies aux intersections de la rue Marianne, des réfections de trottoirs, ruelles vertes, différentes saillies au coin de Maguire et Saint-Dominique, les Daudantes, ça rentre là-dedans, et la rue Villeneuve entre Saint-Dominique et Colonial. Donc, ça vous donne une bonne idée des projets là, qui sont déjà sur la table à dessin, qu'on est déjà en train de travailler, qui vont se faire là, dans les 2, 3, 4 prochaines années. Si on passe à la prochaine, donc le réaménagement des parcs, vous savez qu'on est déjà en train de finaliser le parc des Compagnons et la place Fleur de Macadam, donc il n'apparaît pas au budget des prochaines années parce que c'est dans l'année 2021, l'année en cours. Là, on va finaliser ça dans ce budget-là. À court terme, on a prévu la décontamination du champ des possibles, réaménagement du terrain de soccer du parc Laurier.
L'aménagement du parc Luchakowaluk. Donc, l'année dernière, on a protégé l'espace. L'année prochaine, on va l'aménager. Parc de Bullion, Parc Laval, Parc Napoléon, qui sont des petits parcs de quartier qu'on va aussi réaménager, entretenir avec notre budget d'immobilisation. Sur la protection des bâtiments, bien, comme je vous disais, là, on a vraiment un certain rattrapage, disons, à faire. Le Centre Laurier, la piscine Lévesque, piscine Baldwin, l'Aréna Saint-Louis. Quand je vous donne ces projets-là, c'est des projets qu'on cofinance avec la Ville-Centre parce que c'est beaucoup trop gros pour juste nos budgets annuels d'arrondissement, mais il y a toujours une part d'arrondissement. Donc, il faut que nous, on soit toujours prêts à payer notre portion du financement des projets. Centre du Plateau, Centre Saint-Denis, Chalet du Parc Saint-Pierre-Claver. On a fait cette année Baldwin, qui est presque ouvert. L'année prochaine, on va faire Saint-Pierre-Claver, la Bibliothèque Mordecai-Richelieu, Jardin communautaire, du Parc Baldwin. Donc, c'est des projets qui sont en cours de planification. Ça termine la présentation. Merci. Alors, nous poursuivons avec l'ordre du jour. Article 10.03, période de questions et requêtes du public. Alors, nous n'avons, M. le maire, aucune question concernant le PDI. Donc, nous allons passer au point suivant. 10.04, période de questions des membres du conseil. L'article 30.01. Adoption de la planification budgétaire de la programmation des dépenses d'immobilisation pour 2022 et 2031 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. Et l'article 70.01, levé de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Alex Norris, de lever la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 22 novembre 2020. Il est 19h23. Alors, la séance extraordinaire du PDI est maintenant terminée. Alors, je vous laisse le choix, M. le maire. Nous pouvons revenir à la séance ordinaire pour le mot des élus pendant 7 minutes ou nous suspendons, nous attendons l'ouverture du conseil spécial concernant le budget. OK, on ne peut pas enchaîner tout de suite avec le... Non, parce qu'elle est annoncée à 19h30. Parfait. Le budget est annoncé pour 19h30. Donc, parfait, c'est bon. Donc, on va revenir, on va pas suspendre, on va revenir avec on va finaliser le mot des élus. Parfait. Alors, donc, nous reprenons à 19h24 minutes pour 6 minutes le mot des élus, et après quoi, nous allons suspendre et aller au conseil spécial du Super. À vous? Oui. On a beaucoup d'agilité. Donc, je poursuivrai le mot des élus avec Marie Plourde. Merci, Monsieur le maire. Je vais être vraiment très, très brève. Simplement remercier les citoyens et les citoyennes du Plateau Mont-Royal de nous avoir fait confiance. Je suis vraiment très, très heureuse et je me sens tout à fait touchée par cet appui-là des résidents du Plateau Mont-Royal. Alors, pour commencer cette nouvelle fonction, puisque maintenant je vais occuper le poste de conseillère de ville en compagnie de ma nouvelle collègue Marie Sterlin, avec qui on a eu la chance là, de se découvrir un petit peu plus pendant la campagne électorale, bien qu'on se connaissait avant. Marie, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est vraiment, on l'appelle la maman du Myland, et c'était elle qui m'avait accueillie lors de mes premiers pas, lors des porte-à-porte en 2013. Donc, c'est vraiment un plaisir. Là, on a une très belle complicité. Donc, les deux Marie dans le Myland, on est là pour vous, toujours disponible. Juste rapidement, un petit mot pour vous parler qu'on commence à être dans l'esprit des fêtes, l'état festif. Moi, je fêterais Noël 12 mois par année, mais bon, il y a une période pour ça. Et là, ça commence sur les artères commerciales. On commence à voir la SDC, la Société de développement commercial,
Mont-Royal de la rue Laurier, de l'avenue Laurier a commencé à déployer ses décorations de Noël. La même chose sur l'avenue du Mont-Royal. Saint-Laurent va emboîter le pas aussi avec tout à fait un univers féerique et Saint-Denis aussi ne sera pas en reste. Donc, je vous invite à commencer à faire vos courses, à vous promener tout simplement sur nos artères commerciales et encourager nos commerçants locaux. Merci, Monsieur le maire. Merci, et je vous confirme que les lumières de Noël sont déjà installées sur la rue Saint-Denis aussi. Je passerai maintenant la parole à Maïva Villain. Oui, ben c'est parfait parce que moi aussi, je voulais vous parler de la rue Saint-Denis, mais pas de la période des fêtes, mais du mois de mai. Alors, on parle déjà du mois de mai parce que nous votons ce soir un avis d'intention disant que nous serions à la demande de la Société de développement commercial de la rue Saint-Denis, nous demande de voter un avis d'intention disant que nous avons l'intention de fermer la rue Saint-Denis à la circulation automobile à la fin du mois de mai pour 4 jours, afin de permettre le déroulement du festival de la bande dessinée sur la rue Saint-Denis. Donc, on fait ça longtemps à l'avance à la demande de la SDC pour que la SDC, ça va l'aider à recruter des artistes, des fournisseurs et des commanditaires pour ce festival qu'on verra pour la première fois. On l'a déjà vu à plusieurs endroits différents sur le plateau, mais c'est la première fois qu'on le verra sur la rue Saint-Denis. Et on mentionne également que la circulation des vélos pourra continuer sur le rêve pendant cette période-là. Rapidement, nous votons ce soir des contributions financières pour le programme d'intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans. Nous avons sélectionné 3 projets. Un projet d'agriculture urbaine et de cohabitation sociale dans Milton Park qui sera porté par le comité des citoyens Milton Park. Des sessions d'inclusion pour filles et personnes LGBTQ2+, au skatepark de l'école Jeanne-Mance porté par le GM Cours et le club de chasse et de pêche pour les jeunes de l'école Jeanne-Mance porté par le centre Le Beau Voyage. Je finis rapidement en vous disant que ce samedi, on a eu un événement, c'était vraiment une première sur le plateau Mont-Royal puisque nous avons accueilli le cirque social Inuit Tupik au parc Lucha-Kowaluk. Donc, c'était essentiellement organisé par notre commissaire aux affaires autochtones, Adrienne Campbell de la ville-centre, supporté par nos services en arrondissement. Et dans une perspective de réconciliation, c'était une grande réussite. Il y avait beaucoup de personnes présentes de la communauté inuite, des familles du quartier. Et le beau temps était au rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas au mois de novembre. Et c'était très apprécié par tous. Alors, merci pour la présence et pour l'organisation. Voilà. Merci, Maïva. Donc, dernière prise de parole de Alex Norris. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, à mon tour, j'aimerais remercier les électeurs qui nous ont redonné leur confiance. C'est toujours, j'entame mon 4e mandat en tant qu'élu sur le plateau Mont-Royal. Jamais quand j'ai commencé dans cette aventure, il y a plus que 12 ans, je ne pensais que notre petite formation politique allait devenir si forte, si grande et si influente, non seulement à l'échelle de la ville de Montréal, mais à l'échelle du Québec. J'ai vu avec intérêt l'élection d'administration municipale dans d'autres villes québécoises qui ont le même discours que notre formation politique sur la transition écologique, sur la nécessité de faire de la place pour les transports actifs, pour d'autres usages, faire un peu moins de place pour la voiture et un peu plus de place pour l'humain, le verdissement. Des idées qui semblaient radicales quand nous avons été élus pour la première fois en 2009 sont maintenant tenues pour acquises. Et je suis fier d'avoir fait partie de cette administration, fier que nous tenons toujours la flamme sur le plateau Mont-Royal, que nous sommes un incubateur d'innovation sur le plateau et que d'autres villes et municipalités imitent certaines choses que nous avons essayées ici. Alors, et je me sens exceptionnellement reconnaissant et chanceux de pouvoir être entouré par des collègues si dévoués, mes collègues élus et les fonctionnaires de l'arrondissement du plateau. Alors, merci à tous les citoyens qui nous ont fait confiance, qui ont ouvert leurs portes pour nous et qui nous permettent de continuer cette grande aventure en politique municipale. Merci beaucoup. Merci, Alex, pour cette dernière prise de parole et merci aussi de faire partie de cette équipe-là qui a une belle combinaison d'expérience et de
nouvelle personne élue. Donc, on a un bon équilibre et on est bien chanceux de pouvoir compter sur quelqu'un qui a toute ton expérience et tes connaissances. Merci de contribuer à notre équipe. Je pense que ça met fin au tour, puis on va pouvoir passer maintenant là, on se téléporte en séance spéciale pour le budget, hein, c'est ça? Oui, alors nous allons suspendre la séance ordinaire. Désolé pour mais bon. Donc, nous allons suspendre, il est 19h30, la séance ordinaire. Nous allons y revenir plus tard, évidemment. Et maintenant, nous allons commencer la séance. Donc, la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 22 septembre 2021 et portant sur les prévisions budgétaires 2022 est ouverte. Il est 19h30. Alors, nous allons adopter l'ordre du jour, Monsieur le maire, et par la suite, vous pourrez procéder à la présentation du budget 2022. Alors, à l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 22 novembre 2021 et portant exclusivement sur les prévisions budgétaires de l'arrondissement pour l'exercice 2022. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 22 novembre 2021 et portant exclusivement sur les prévisions budgétaires de l'arrondissement pour l'exercice 2022. Alors, je vous invite à procéder à la présentation du budget 2022. Parfait. OK, donc on est sur le budget de fonctionnement maintenant. Tout à l'heure, dans la séance précédente, nous étions sur le budget d'investissement. Dans cette séance-ci, nous sommes sur le budget de fonctionnement. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Le budget sert à financer les activités courantes de l'arrondissement, dont une proportion importante, c'est la rémunération. Un arrondissement, ça offre des services qui sont offerts par des humains. Donc, la rémunération, c'est un poste de dépense important. Les achats de biens et de services et nos contributions financières, parce qu'on fait aussi des contributions financières à des organismes du plateau. Donc, nos sources de financement, d'où vient notre argent, c'est essentiellement des transferts de la ville-centre, qui est une portion importante de notre budget. La taxe locale sur les services, qui est l'espace fiscal qui est libéré par la ville-centre pour que nous, on puisse aussi aller chercher des revenus sur une base locale. Et les revenus de sources locales, donc les différents permis de construction, rénovation, l'occupation du domaine public. On a plusieurs événements qui se tiennent dans le plateau. Les gens payent l'occupation du domaine public, les vignettes de stationnement, la location de terrain, de gymnase, etc., l'inscription aux activités sportives. Donc, c'est nos trois grandes sources de revenus. Donc, le cadre dans lequel on travaille, c'est que les transferts budgétaires de la ville-centre sont déterminés par la ville-centre. Donc, nous, on n'a pas de contrôle sur cette portion-là du budget. On vit avec ce qui nous est transféré. On doit déposer un budget équilibré, hein, donc on n'a pas le droit de faire de budget déficitaire. Si on a des surplus en fin d'année, bien, les surplus sont à l'usage exclusif du conseil d'arrondissement. Donc, c'est vraiment à nous de déterminer ce qu'on veut en faire. On a la totale liberté sur les surplus du budget d'arrondissement. Et si jamais, en cours de route, on s'apercevait qu'on s'en allait vers un déficit, ce qu'on veut jamais, on devrait présenter, le conseil d'arrondissement devrait présenter un budget supplémentaire au comité exécutif de la ville en vue d'adopter une taxe spéciale pour combler le déficit. Dans le plateau, c'est peu probable que ça arrive parce qu'il y a eu une gestion rigoureuse du budget au cours des dernières années, ce qui fait qu'on a quand même un surplus accumulé confortable qui nous permet de faire face aux imprévus. On l'a vu l'année dernière avec la pandémie, l'année dernière et l'année d'avant. Finalement, depuis près de 2 ans, on a vu qu'on avait la marge de manœuvre là, nécessaire pour être capable de faire face à des situations totalement imprévisibles et qui amenaient des changements. Et quoi de plus, un exemple plus concret et qu'on n'aurait pas pu imaginer, mais la pandémie de la COVID nous a bien montré qu'heureusement que nous avions cette marge-là. Le contexte dans lequel on élabore le budget, bon, on a, je vous disais, les transferts de la ville-centre, on n'a pas de contrôle là-dessus. On a une indexation d'1% des transferts là, au budget général de l'arrondissement. L'indexation, c'est 1%, c'est en deçà de l'inflation. Donc, les salaires, par exemple, de nos employés augmentent de plus qu'1%. Nos frais pour les contrats, les différents biens qu'on achète augmentent plus qu'1%.
mais la ville nous transfère une augmentation d'1%. Ça fait partie de notre réalité. Et les coûts, ben, comme je vous le disais juste avant, les coûts augmentent. Donc, et en ce moment, ils augmentent quand même assez rapidement. Donc, c'est notre contexte, c'est celui dans lequel on travaille. Vous voyez à la prochaine enjeu hors de la OK, parfait. Ce que j'ai à mon écran en même temps, qu'est-ce que j'ai. Donc, nos choix qu'on a fait dans ce contexte-là, bien évidemment, on reste toujours focus sur les priorités de notre équipe politique. On a des priorités, on va en campagne électorale, on veut travailler sur la qualité des services, la qualité de vie, la transition écologique, le logement, le commerce local. Donc, on reste orienté et on reste focus sur nos priorités. On veut maintenir un niveau de service aux citoyens. Donc, pour nous, on ne veut pas diminuer l'offre de service. Et l'année dernière, on a vu qu'on a utilisé une partie de nos surplus pour maintenir le niveau de service. Les citoyens ont des attentes légitimes. Donc, on garde cette orientation-là dans nos choix budgétaires et on limite la hausse de taxes locales, même si elle a très, très, très peu d'impact sur le compte de taxes des citoyens. C'est moins d'1% l'impact de la taxe locale sur le compte de taxes des citoyens. On la limite tout de même en dessous de l'inflation. C'est nos orientations budgétaires. Donc, vous avez à la prochaine diapo, on vous présente un peu comment on travaille les choses. Donc, dans la colonne cadre financier initial, ce sont les chiffres que nous, on reçoit en juin. Donc, autour un peu vers la mi-juin, on reçoit les chiffres. Donc, voici grosso modo ce qui est prévu. Et vous voyez que nous, en juin, avec ce qui était prévu, on avait un déficit anticipé là, de près de 2 millions. Donc là, on travaille à partir de là pour faire des choix, pour arriver avec un budget équilibré, qui est la colonne de droite, où on a un budget équilibré et on utilise, vous voyez, si vous regardez dans les sources de financement, je peux aller plus en détail sur les dépenses. Là. Donc, le budget 2021, lors du budget 2021, on a des obligations contractuelles et légales qui sont en augmentation. Les budgets augmentent. On a des ajustements, ça c'est mineur, là, entre ville-centre, arrondissement. Il y a toujours des ajustements de qui a payé quoi, puis qui doit quoi à qui. Et on a voulu aussi investir là, dans l'amélioration de nos services et activités, 245 000 $. Comment on finance ça? Par les transferts de la ville-centre qui sont plus élevés en 2022 qu'en 2021, notamment parce que maintenant, on inclut dans le budget une portion qui était habituellement transmise à la fin de l'année dans les surplus de revenus relatifs aux permis. Il y a une partie des revenus de permis de construction, rénovation, etc., qui sont dans un pot commun et qui sont répartis entre les arrondissements qui atteignent leurs objectifs. Donc là, maintenant, comme on sait qu'à chaque année, on reçoit une portion de ces revenus-là, bien maintenant, c'est directement intégré dans notre budget. Donc, 36 720 000. On a notre espace fiscal, donc qui augmente légèrement par rapport à l'année dernière. Donc, on passe à 10 800 000, c'est les revenus qu'on a de taxes locales et de la taxe locale, et ensuite les autres revenus, là, donc les frais de permis, occupation du domaine public, etc. On a une prévision qui est légèrement à la hausse par rapport à l'année dernière, et on utilise une partie des surplus de l'année dernière, des surplus accumulés pour combler le déficit, pour s'assurer qu'on a un budget équilibré. La diapo suivante, c'est un peu la même chose, mais détaillée en proportion. Là, donc, j'aurais pu juste vous présenter celle-là. Et vous allez voir les pourcentages. Donc, on a le comparatif 2021. Là, donc, on a utilisé l'année dernière, si vous allez à la ligne dans les sources de financement, la ligne affectation des surplus, on utilise à peu près le même montant que l'année dernière. Donc, comme on a fait des surplus, bien, on remet les surplus dans le budget. Notre objectif, ce n'est pas de s'accumuler une grande cagnotte de surplus. L'idée, c'est de le réinvestir dans les services aux citoyens. Donc, on fait la même chose pour boucler le budget et garder notre hausse de taxes, la garder à un niveau raisonnable. On utilise nos surplus. Donc, on arrive avec un budget équilibré en 2022. Et si on va à la prochaine diapo, c'est une illustration, si vous voulez, des dollars dépensés par l'arrondissement. Dans quoi
va votre argent. Donc, 6,4 ou 6,4 cents du dollar va dans la collecte et l'élimination des déchets, l'eau et les égouts, enlèvement de la neige, le réseau routier, donc 22 du budget, santé et bien-être, l'administration générale, donc ça, c'est toute la structure d'encadrement, 37 pour les parcs, loisirs et la culture, c'est important dans le plateau, et vous avez relations avec les citoyens, aménagement urbain et développement économique. Ça reste dans les mêmes proportions, là, comme je disais dans mon mot du maire, on est dans une continuité. Donc, le budget 2022 est à peu près le même que le budget 2021, qui était très proche de celui de 2020. Donc, on reste dans les mêmes, on a les mêmes priorités, on garde les mêmes services. Donc, l'effet saillant, on maintient un contrôle des dépenses malgré qu'on a une hausse des obligations contractuelles. On limite la hausse de taxes à 3 qui est en dessous de l'inflation actuelle. Et on intègre 700 000, comme je l'expliquais plus tôt, là, 700 000 de revenus des permis de construction, qui c'est maintenant dans notre budget plutôt que nous être versé à la fin de l'année. On peut maintenant le planifier directement dans le budget, qui est 700 000 qu'on estime qu'on va avoir cette année. Ensuite de ça, on a des réaménagements. On a certains réaménagements là, pour s'assurer qu'on a des budgets disponibles, santé, bien-être, solidarité, équité, inclusion sociale. On fait face à des enjeux là, au cours de la dernière année, puis on sait que ça va continuer. Augmentation d'enjeux liés à l'itinérance dans le quartier. Donc, on a prévu d'avoir un peu plus de ressources pour soutenir ce travail-là. Résilience économique et prospérité. Donc, dans notre développement économique local, les artères commerciales, hein, c'est vraiment un gros morceau dans le développement économique du plateau. Là, ce qui relève de nous, c'est vraiment le soutien. On veut s'assurer qu'on a des rues commerciales qui continuent à être vibrantes en santé. Et la pandémie a été difficile, mais la transformation du commerce local a été amorcée bien avant la pandémie. Donc, on sait qu'on va avoir des enjeux à court, moyen, long terme sur le maintien de rues commerciales mixtes, en bonne santé et fort appréciées des citoyens et des citoyennes. Et évidemment, la transition écologique, la nature en ville, la qualité de nos espaces verts, nos nouvelles vertes, etc. Donc, on veut s'assurer qu'on continue de maintenir et d'améliorer notre magnifique quartier. Donc, ça, c'est sur le contenu. Le calendrier, nous sommes en séance du conseil d'arrondissement pour adopter le budget 2022. Ensuite, il va être déposé au comité exécutif le 8 décembre. Il va être ensuite adopté par le conseil municipal le 19 janvier et par le conseil d'agglomération le 20 janvier. Donc, on passerait à la proposition officielle, puis ensuite, on va à la période de questions. C'est ça? Ou on va à la période de questions? Nous allons, si vous avez terminé la présentation, M. le maire, nous allons aller tout de suite à la période de questions. Parfait. Alors, nous poursuivons à l'ordre du jour à l'article 10.03, période de questions et requêtes du public. Alors, nous n'avons aucune question sur la présentation, M. le maire. Donc, nous poursuivons à 10.04, période de questions des membres du conseil. À l'article 30.01, adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice 2022. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté et le dernier article 70.01, levé de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Marianne Giguère, de lever la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 22 novembre 2021. Alors, il est 19h44. Donc, les deux séances extraordinaires sont maintenant terminées. Nous allons reprendre à la même heure, soit 19h44, la séance ordinaire que nous avions commencée à 19h. Je crois que le mot des élus était terminé, M. le maire, ou vous voulez revenir sur le mot des élus? C'est bon. Alors, nous allons poursuivre avec l'ordre du jour. À l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22 novembre 2021. Donc, je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22 novembre 2021.
Adopter l'article 10.03, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 4 octobre 2021. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 10.04, période de questions et requêtes du public. Alors, la période des questions est maintenant ouverte pour une durée d'1 heure, sauf si le conseil la prolonge. Donc, la période des questions se terminera à 20h46. Alors, nous avons plusieurs questions, M. le maire. Si vous me le permettez, je vais commencer avec la première question qui vient de Mme Vicky Morin, qui porte sur le sujet drain fissuré par Racine. Alors, la question est comment la Ville peut-elle nous aider, financièrement ou autre, avec ce problème, sachant qu'après avoir consulté des experts, la réparation nous coûtera 25 000 $ à cause d'un arbre qui n'est pas le nôtre. Je vais prendre la question, Monsieur le maire. Alors, merci, Madame Morin, pour votre question. Alors, ce qu'on nous dit déjà, c'est que les spécialistes là, de l'arrondissement vous ont déjà contacté. Vous avez pu discuter avec eux par téléphone là, avant ce soir. Donc, pour le bien, la connaissance de tout le monde, même si l'arbre est un arbre public, lorsque les dommages constatés sont sur le domaine privé, la Ville ne peut pas en être tenue responsable et donc vous aider financièrement. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il existe d'autres façons beaucoup moins coûteuses là, d'aller faire comme un élagage souterrain du système racinaire là, qui va sauver ce que les racines sont en train d'abîmer et donc peut-être faire davantage de recherches là, ou enfin, vous pouvez même nous recontacter et on vous donnera plus d'infos là, sur d'autres méthodes. Donc, il est possible là, de faire les réparations et que ce soit pas mal moins coûteux. C'est ce que nos professionnels nous disent. Donc, merci pour votre question. Bonne soirée. Question maintenant de M. Nelson de Souza. Bonsoir. Les travaux de la rue Rivard entre la rue Laurier et Saint-Grégoire sont prévus pour quand? Est-ce possible de consulter les résidents voisinants avant de confirmer quoi que ce soit? Merci. Merci, M. de Souza, pour votre question. Donc, les travaux sur la rue Rivard sont prévus partiellement en 2022 et une partie en 2022, une partie en 2023. Et dès le printemps ou la fin de l'hiver, là, nous allons organiser une séance d'information publique, là, vraiment pour vous présenter le projet qui s'en vient, le calendrier de réalisation, avoir les détails. Et c'est un magnifique projet qui va être réalisé sur la rue Rivard, une rue très large qui a vraiment beaucoup de place à l'amélioration et on va en faire des améliorations. Merci. Question de M. René-Michel Rivard. Bonjour, résident sur la rue Bordeaux entre Rachel et Marianne. Je n'ai pas la possibilité de me stationner malgré que je suis dans mon droit en circulation locale. La rue n'est pas ouverte à la circulation publique et j'ai reçu un constat d'infraction. Cependant, les places où j'aurais pu me stationner sont prises par de la roche ou des conteneurs. Sur la rue Marianne et Delormier, les panneaux ont été camouflés pour le temps des travaux. Je désire qu'une action concrète soit prise pour l'entièreté des zones en travaux dans notre arrondissement. Pouvez-vous, s'il vous plaît, masquer les panneaux de stationnement sur les rues en travaux dans l'arrondissement du Plateau, comme la Ville l'ont fait et Merci, Monsieur le greffier. Je vais prendre la question. Donc, Monsieur Rivard, là, malheureusement, on a bien vérifié et on voit sur les photos que le stationnement était bel et bien là, très clairement interdit sur la rue durant les travaux parce que la circulation locale est affichée comme permise, que le stationnement local l'est. Dans ce cas-ci, l'entrepreneur avait besoin de l'espace, donc il ne pouvait pas permettre le stationnement. C'est sûr que quand on compte le stationnement secteur et que votre secteur en particulier là,
assez longtemps cette année, mais malheureusement, le territoire est très densément occupé au plateau. On ne peut pas facilement aménager d'autres stationnements. Il faut à ce moment-là que les gens trouvent des solutions durant la durée des travaux. C'est certain que ça s'améliore certainement. On a eu beaucoup de demandes en ce sens pour que d'autres solutions soient prévues pour les tempêtes quand il y a des longs chantiers. Donc, on prend acte là, de votre demande de faire quelque chose, mais dans ce cas-ci précisément, donc c'était vraiment clair que le stationnement n'était pas permis durant la période. Il ne fallait pas se stationner. Voilà. Merci. Bonne soirée. Question cette fois-ci de M. Jocelyn Plourde. Bonjour, M. Rabouin. J'habite sur la rue Cartier depuis plusieurs années, entre la rue Masson. Je suis arrivé dans le quartier, j'ai vendu ma voiture car je suis pro-environnement. Faute de moyens, j'emprunte un véhicule de temps en temps de mon entourage pour faire des courses et des déplacements importants. Lorsque je suis venu pour me stationner, impossible. Moi qui habite là, chez moi, voyons donc, constatons depuis un certain moment, tous les stationnements ont été modifiés pour des stationnements vignettes. Tous à vignettes, je trouve ça abusif et exagéré. Il n'y a plus de place de stationnement pour les visiteurs non plus. En plus personne ne veut venir me rendre visite car plus de place de stationnement et ce, à toutes les heures du jour. Je recevais de la famille et des fois des amis pour souper et plus personne ne veut venir, même pas pour quelques heures. Ce n'est pas normal, je me sens en confinement à Montréal chez moi. Avant, il y avait plus de 15 places seulement dans ma section pour les visiteurs des deux côtés. Maintenant, question. C'est Montréal pour pouvoir recevoir de la visite et reprendre une vie normale après avoir traversé une pandémie. Est-ce votre souhait? J'adore Montréal, mais je me sens isolé et brimé de ma vie quelque chose. Oui, merci, M. Plourde. En fait, la politique de stationnement de l'arrondissement, on a décidé déjà il y a 2 ans d'élargir les zones réservées aux résidents pour avoir 70% des zones, des places de stationnement dans le plateau qui sont tarifées et on a maintenu 30% des places qui sont toujours gratuites, notamment sur la rue Cartier. Donc, il y a quelques places gratuites sur la rue Cartier et le 30%, c'est par zone de stationnement. Et je sais qu'il y en a sur la rue Cartier, c'est à côté de chez moi. Donc, il y a des places de stationnement et c'est 30%. Donc, oui, on est dans un quartier qui est très dense. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures et le stationnement sur rue, bien, la rue, c'est un espace public qui coûte de l'argent pour l'entretenir, pour la maintenir en état et on a jugé que ceux qui utilisaient cet espace public-là devaient aussi contribuer au coût d'entretien de ces places de stationnement, tout en gardant 30% de places gratuites et en instaurant, on a ça depuis plusieurs années dans le plateau, des vignettes journalières. Vous êtes quartier maçon, une vignette journalière coûte 6 $. Donc, c'est possible pour quelqu'un, si jamais il ne trouve pas de place de stationnement gratuite, de se procurer une vignette de stationnement d'un jour au coût de 6 $. Prochaine question de Mme Mélina Moussou-Sami. Pourquoi est-ce que la Ville met de nouveaux panneaux réservés aux résidents partout lorsque les gens qui nécessitent le stationnement proviennent de l'extérieur du centre-ville où le transport en commun laisse à désirer? J'avais l'habitude de prendre le REM pour mes déplacements, mais celle-ci est en construction depuis 2020, en partie parce que la pandémie a retardé les travaux. J'aimerais que la Ville comprenne qu'il y a des étudiants à temps plein qui viennent de zones où le transport en commun n'est pas fameux, contrairement au centre-ville. Ces étudiants peuvent uniquement avoir un emploi à temps partiel au salaire minimum, ce qui couvre à peine les frais des livres et de l'essence qui grimpent. Vu qu'ils n'habitent pas dans le quartier, ils ne sont pas éligibles à la vignette. Je comprends que les zones résidentielles nécessitent leur stationnement, mais la majorité des résidences qui entourent le campus est occupée par des étudiants qui n'ont pas le besoin d'avoir un véhicule. Oui, je vais prendre aussi cette question. Donc, c'est la
Même réponse, en fait, que j'ai donnée à la question précédente. C'est une politique d'utilisation de l'espace public. Donc, les gens qui utilisent l'espace public doivent contribuer à une partie des coûts d'entretien. Puis je vous rappelle, les études qui datent déjà de plusieurs années disaient qu'une place de stationnement coûtait entre 800 et 1200 $ par année pour l'entretien. Donc, les coûts de vignettes de stationnement dans le plateau pour les résidents sont nettement en deçà du coût réel d'entretien. Et pour les visiteurs, bien, il y a la vignette mensuelle qui est au coût de 100 $ par mois. Je comprends que pour un étudiant, ça peut être un coût élevé. Il y a la vignette journalière qui est disponible si jamais, de temps en temps, vous ne trouvez pas de place de stationnement parce qu'il y a toujours 30 % de places gratuites. Mais le mode privilégié, évidemment, c'est le transport en commun. C'est ce qui coûte le moins cher, qui est le plus efficace. Et voilà, donc nous, on a une politique de stationnement. Puis c'est vrai que je comprends que vous dites qu'il y a des étudiants qui viennent puis qui travaillent à temps partiel et qui ont besoin d'une place de stationnement. Il y a des éducateurs en service de garde, il y a des enseignants, il y a des infirmières. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui viennent dans le plateau à chaque jour. Donc, c'est pour ça qu'on a une politique qu'on juge qui est vraiment équilibrée. C'est-à-dire que 30 % demeurent gratuites, les autres places sont tarifées, puis on favorise l'usage du transport en commun ou des transports actifs si vous n'êtes pas trop loin. Ou une combinaison des deux. Prochaine question provient de Mme Stéphanie Jasmin. Bonjour, mon message s'adresse au maire d'arrondissement Luc Rabouin ainsi qu'à la direction et aux employés du service d'aménagement paysager du plateau Mont-Royal. J'habite le quartier, y circule souvent à pied et à vélo. J'ai ainsi remarqué et pu admirer tout au long du printemps, de l'été et jusqu'à maintenant avec, entre autres, les anémones blanches de la rue Saint-André, qui sont encore florissantes, toute la beauté des aménagements paysagers en bordure de trottoirs et au coin des rues. L'originalité, la diversité des espèces et l'association dacieuses et heureuses. Celles-ci m'ont souvent émerveillé et à plus d'une reprise, j'ai pris des photos de fleurs ou de végétaux que je ne connaissais pas avec une application pour les identifier. Je tenais à vous remercier pour cette recherche esthétique, cette attention aux formes, aux couleurs, aux assemblages et à ces variations complexes et admirables des compositions d'une rue à l'autre pour embellir notre environnement, nous convier à la contemplation et ravir notre regard. Attendre au feu rouge en vélo au coin de Saint-Denis et de Laurier, ayant au niveau de notre regard, dans de hauts pots, des lauriers roses, voir évoluer la floraison de différentes variétés d'hydrangeas semble émerger des trottoirs au coin de nos rues. Nous nous sentons privilégiés comme citoyens et habitants du quartier de croiser, de découvrir sur nos chemins, au détour d'une ruelle verte ou d'avoir en face de nos immeubles de tels îlots de beauté aussi bien pensés, conçus qu'entretenus. Alors, à qui de droit, certainement au pluriel, toute mon admiration et mes remerciements les plus sincères. Voilà, alors, il ne s'agissait pas d'une question, mais plus d'un commentaire. Je vais prendre le commentaire, M. Groux. Alors, Madame Jasmin, on va vraiment prendre le temps de bien vous répondre. En fait, on a déjà communiqué, transmis votre beau message à l'équipe d'horticulture du plateau Mont-Royal. Et comme moi, ils ont été ravis et ils ont été touchés. Et je vais vraiment le dire, quand j'ai lu votre commentaire en préparation à la période de questions, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai été vraiment touchée parce que, ben d'abord, je suis 100% d'accord avec vous. Je ressens la même chose quand je vois ces aménagements-là. Et donc, c'était très touchant de voir, vous l'avez très, très joliment mis en mots. D'ailleurs, avant de vous lire la réponse, c'est quand même comique. Vous avez un nom tout à fait idoine, Madame Jasmin, pour être quelqu'un qui apprécie autant les fleurs, les beaux aménagements et la chef de division de l'horticulture qui a préparé cette réponse-là que je vais vous lire s'appelle Élise Laverdure. Donc, c'est aussi tout est dans tout, comme dit le poète. Donc, je vais vous lire la réponse d'Élise parce qu'elle a pris le temps de vous écrire et ça vaut la peine, si mes collègues me le permettent. Alors, nous voulions prendre quelques instants pour vous remercier pour votre mot. C'est pour vous, les citoyennes et les citoyens du plateau Mont-Royal,
que nous nous efforçons de créer des aménagements à la hauteur de vos attentes. Et c'est d'autant plus gratifiant quand c'est remarqué et apprécié et que vous prenez le temps de nous écrire pour nous remercier. L'idée derrière nos aménagements est de remplir nos rues de poésie et de beauté, beau temps, mauvais temps, d'amener un peu de nature en ville, de faire du plateau Mont-Royal un endroit où il fait bon vivre, déambuler, rêvasser. Nous souhaitons que vos balades sur le plateau soient mémorables en tout temps, à travers les saisons et à travers les années. Il est important pour nous que d'une semaine à l'autre, ce soit un paysage différent qui se dessine sous vos yeux, le tout en maintenant une unicité par rue et par secteur. Afin que la ville soit un peu moins grise, plus vivante, colorée et rende les gens plus heureux et bienveillants. Nous croyons fondamentalement que la beauté adoucit les mœurs. Notre démarche s'inspire de la nature. On essaie très humblement de créer des aménagements qui sont intéressants en tout temps, du printemps à l'automne et même l'hiver. Comme un peintre, on joue avec les formes, les couleurs, les hauteurs et les différents dégradés afin de créer un tout harmonieux et audacieux, tout en choisissant des végétaux qui résistent à la sécheresse et aux conditions urbaines. On essaie de diversifier le plus possible les choix des végétaux en privilégiant ceux qui résistent le mieux aux conditions urbaines, à la sécheresse, comme on disait, et maintenant aussi au changement climatique. De plus, nos aménagements jouent un rôle dans la transition écologique en absorbant du CO2 et en étant bénéfiques pour la faune, en contribuant à la vivacité des pollinisateurs. C'est vraiment grâce aux différentes équipes de la conception à l'entretien que nous réussissons à avoir d'aussi beaux résultats. On vous remercie de nouveau d'avoir pris le temps de nous transmettre vos impressions. Nous avons été sincèrement émus. En espérant que les futurs aménagements soient à la hauteur de vos attentes et qu'ils continuent de vous surprendre et de vous enchanter. Et donc, c'est Élise Laverdure, notre chef de division, là, je ne me trompe pas, Michael, c'est bien ça son titre, de l'équipe d'horticulture. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un petit doute sur c'est ça, sur le bon titre de Mme Laverdure, mais tout de même. On va continuer? Oui, alors nous enchaînons avec une question de M. Michael Sévigny. Bonjour, il faut ramener un poste de quartier du SPVM dans Milton Park, pardon. Nous en avions un avant sur Prince-Arthur, au coin de Hutchison. Un poste de quartier aurait un effet dissuasif sur les activités indésirables et criminelles dans le quartier et rassurerait les citoyens. Ce ne sont pas les locaux vides qui manquent sur Avenue du Parc. L'actuel PDQ près du Parc La Fontaine est trop éloigné. Un PDQ dans Milton Park pourrait aussi servir de base aux agents qui interviennent auprès des itinérants. Merci. Oui, donc merci M. Sévigny pour votre intervention, votre commentaire. En fait, il y a l'inspecteur Harrison Gaudreau qui est en charge du poste de quartier 38 qui écoute assidûment les séances du conseil d'arrondissement, donc il pourra entendre votre préoccupation. Mais à ma connaissance, il n'y a aucun plan de déploiement de nouveaux postes de quartier à Montréal. On est plutôt en train de consolider les postes existants et nous assurer de mettre les ressources, non pas dans le paiement de loyers et de frais de bureau, mais plutôt pour avoir des policiers, policières sur le terrain. Donc, c'est l'orientation. Et je vous rappelle, vous le savez déjà, mais il y a une cellule de crise qui a été créée spécifiquement pour la situation là, exceptionnelle qui est vécue dans le quartier Milton Park, qui regroupe le service de police, mais aussi tous les différents intervenants de la ville, le réseau de la santé, etc., les organismes communautaires, les organismes autochtones, pour arriver à un plan d'action très concrète à court terme, dont certaines actions sont déjà réalisées, incluant des mesures liées à la sécurité publique. Il y aura une rencontre publique auprès des citoyens là, pour présenter les propositions de ce plan d'action-là et recueillir les commentaires des citoyens là, d'ici dans les prochaines semaines, là, certainement avant Noël. Prochaine question de M. Richard Faneuf. Pouvez-vous rendre public les avis, les études qui portent sur la possibilité d'un brigadier scolaire pour le coin de la rue Milton et du Parc?
Oui, alors je vais répondre comme M. Rabouin que l'inspecteur Harrison Gaudreau ou un de ses représentants est à l'écoute de cette séance du conseil d'arrondissement. Et étant donné que c'est une étude qui est faite par le SPVM, c'est cette institution qui serait en charge de vous communiquer les façons pour obtenir un tel rapport. Donc, nos services vont communiquer avec l'inspecteur Harrison Gaudreau et l'équipe du SPVM pour qu'il vous achemine la procédure pour avoir accès à ce rapport. Merci. Les deux prochaines questions portent sur le même sujet, soit de Sandrine Rodius van Dongen et Vincent van Dongen. Alors, la première question, Open Door est un centre pour les itinérants situé dans un sous-sol sans fenêtre, sans rampe d'accessibilité, sans espace vert, juste à côté d'une artère centrale de Montréal. Reconnaissez-vous que l'endroit actuel d'Open Door n'est approprié ni pour eux, ni pour les commerces, ni pour les résidents de Milton Park? Leur bail se termine en hiver 2022. Vous engagez-vous à intervenir auprès de l'archevêché de l'Église et d'Open Door pour encourager à ce que le bail ne soit pas reconduit? Allez-vous être proactif en aidant Open Door à trouver d'autres endroits plus appropriés? Comprenez-vous que des discussions à ce sujet doivent être commencées dès maintenant avec les principaux intéressés pour éviter la reconduction prochaine du bail? Et la deuxième question, dans le quartier Milton Park, de nombreux trafiquants de drogue sont présents et des incidents de toutes sortes arrivent quotidiennement. Vente illégale, bagarres, vandalisme, infractions, etc. Nous savons que des caméras de surveillance sont déjà installées à certains endroits, notamment au coin de Park et de Milton, mais que celles-ci ne sont pas activées en permanence, seulement dans des moments exceptionnels comme des manifestations. Étant donné la situation de crise que nous vivons actuellement dans Milton Park, pouvez-vous demander aux personnes concernées d'activer les caméras de surveillance tant et aussi longtemps que cette situation de crise dans Milton Park perdure? Aussi, pourriez-vous demander à ce que de nouvelles caméras soient installées aux endroits connus de la police où les incidents sont fréquents, dont certaines ruelles, également là où les tags sont fréquents? Merci. Alors, si vous permettez, M. le maire, je vais répondre à la question de Mme Rodius. Oui, on est conscient du fait qu'il y a un bail qui lie l'Église et l'organisme Open Door. C'est un bail entre deux parties privées. L'usage est en pleine conformité avec le règlement d'urbanisme. On n'aurait aucun prétexte légal pour nous objecter à l'existence de ce bail-là. On n'a pas l'intention d'essayer d'éliminer un service essentiel aux personnes qui vivent dans le besoin. Cela étant dit, il y a une cellule d'urgence qui a été créée récemment avec tous les intervenants importants qui doivent intervenir dans ce dossier. Et si cette cellule d'urgence recommande que ce centre soit déplacé ou qu'il y ait de meilleurs services qui pourraient être offerts ailleurs, nous serons bien évidemment à l'écoute, tout comme l'organisme en question. Mais il n'est pas question pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal d'intervenir dans un bail privé pour essayer d'y mettre fin. Je tiens aussi à vous corriger, le bail qui est en vigueur en ce moment va finir en 2023 et non pas l'an prochain. Merci. Donc, je pense que... Oui, allez-y. Mais je pense que ça allait être ma collègue Maëva Villain qui devait répondre. Oui, tout à fait. Merci, Alex. Oui, donc pour la question de M. Van Dongen, donc par rapport plutôt à la consommation et au trafic de stupéfiants, comme l'a mentionné Alex Norris, nous avons une cellule de crise qui est en place actuellement et qui s'est elle-même dotée d'un mandat spécial sur la question des intoxications. Nous savons effectivement qu'il y a beaucoup trop de trafic de stupéfiants dans le secteur et de consommation. Et donc, c'est un travail conjoint entre le SPVM et les services de santé pour s'assurer qu'il y a des lieux adéquats pour les personnes qui souhaiteraient
diminuer et arrêter la consommation de stupéfiants. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel le SPVM se penche avec, avec la santé pour trouver des solutions à court, moyen et long terme. Et la priorité que s'est donnée ce comité, cette cellule de crise, c'est effectivement d'intervenir sur les problèmes d'intoxication qu'il y a dans le secteur, comme vous le mentionnez. Très bien, merci. Prochaine question de M. Guy-Alexandre Girard. Bonjour, je tiens d'abord à féliciter Mme Plourde ainsi que Mme Valérie Plante pour leur victoire. Je suis propriétaire d'un duplex sur la rue Marquette et je désire la convertir en unifamiliale pour y installer ma famille. Selon l'interview de Mme Plante ce lundi 8 novembre à 7h30 à 98,5 FM, elle mentionne que sa priorité numéro 1 est la relance économique et sa deuxième priorité est l'habitation. Le règlement 277-84 nous interdit de faire une mezzanine lors d'une conversion de duplex en maison sur le territoire du plateau, privant ainsi une famille à un espace supplémentaire important. Avez-vous l'intention de revoir votre position sur ce règlement permettant l'ajout d'une mezzanine tout en respectant la grandeur maximale d'une maison de 200 mètres carrés? Plusieurs autres arrondissements le permettent. Le plateau perd alors son attractivité pour garder les familles sur son territoire. Merci de votre écoute. Si vous me permettez, Monsieur le maire, je vais répondre à la question de Monsieur Girard. Alors, tout d'abord, merci infiniment, Monsieur Girard, de vos bons mots pour cette réélection. Alors oui, vous savez, l'habitation, c'est vraiment au cœur des priorités du plateau Mont-Royal. L'abordabilité des logements également en fait partie. Et le règlement dont vous parlez, dont il est question ici, c'est le règlement sur les mezzanines. C'est un règlement sur lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis parce que dans des quartiers qui sont très, très denses, l'ajout d'un volume va nécessairement créer des nuisances chez les voisins. Alors, on essaie de trouver un bon équilibre dans la cohabitation et c'est sûr qu'on va essayer de préserver les volumes actuels pour peut-être encourager plus les constructions en sous-sol, les agrandissements en sous-sol. Et toute cette approche-là de superficie maximale et d'intégration de volume, on l'a travaillé vraiment en grande collaboration avec les résidents qu'on a consultés, entre autres, et aussi avec l'Association des architectes en pratique privée pour avoir un portrait réaliste du terrain et avoir des solutions architecturales qui sont capables d'accepter, de permettre des agrandissements et de permettre la vie dans notre quartier aux familles. Donc, pour nous, c'était très, très important. Mais votre tronçon de rue, si je ne m'abuse, c'est un tronçon aussi qui est très, très uniforme. Alors, il y a beaucoup de petits duplex. C'est le genre d'ajout qui va beaucoup marquer le paysage. Et pour nous aussi, la préservation des paysages de rue, ça fait partie des préoccupations du plateau Mont-Royal. Cela dit, si votre bâtiment, ce n'est pas une fin de non-recevoir, ce règlement-là. Si votre bâtiment est exceptionnel, vous vivez une situation familiale exceptionnelle, il y a toujours des mesures de dérogation auxquelles on peut faire appel. On peut tout d'abord commencer par demander une étude préliminaire pour voir si votre projet serait susceptible de pouvoir obtenir une dérogation. Donc, on vous invite à consulter le bureau de l'urbanisme ici à l'arrondissement du plateau Mont-Royal pour qu'on puisse étudier ça de plus près. Merci beaucoup. La prochaine question appartient à Mme Sylvie Couture. Bonjour, de plus en plus de commerces sur la rue Mont-Royal diffusent de la musique avec des haut-parleurs extérieurs. Ont-ils le droit? Sinon, y a-t-il un moyen de leur faire savoir? Merci. Oui, Monsieur le maire, je vais prendre cette question-là. Ma première question, donc la réponse est assez simple. En fait, la réponse est non. Ils n'ont pas le droit, la diffusion de musique à l'extérieur n'est pas permise en vertu du règlement sur le bruit. Donc, en fond, la marche à suivre pour vous, c'est de vous adresser au 3-1 en indiquant l'adresse du commerce. Puis ensuite, un avis va être transmis par la suite. Merci. Les deux prochaines questions portent sur le même sujet. La première de M. Benoît Desrochers et la deuxième de M. Martin Cuérier.
Bonjour. Depuis des années, Montréal agresse les citoyens des quartiers Rosemont et Plateau-Mont-Royal, vivant à proximité du clos des carrières par sa pollution sonore. Loin de s'améliorer, la situation s'est détériorée au fil du temps, de sorte que la santé de plusieurs citoyens angoissés et privés de sommeil se détériore elle aussi. Quel est votre plan pour remédier au problème dans les plus brefs délais? À noter que nous ne tolérons plus les excuses qui abondent depuis plusieurs années. Nous désirons une vraie solution. Et la deuxième question, depuis 10 ans, je subis le bruit incessant en provenance du clos des carrières de l'arrondissement Rosemont. Cela affecte ma santé ainsi que celle de d'autres citoyens. Qu'est-ce que mon arrondissement peut faire pour m'assurer une quiétude et stopper la pollution sonore en provenance de l'arrondissement voisin? Oui, donc je vais répondre aux deux questions en même temps. Donc oui, le bruit est un problème connu et important. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui habitent aussi du côté de Rosemont-Petite-Patrie, à proximité du Clos de Voirie, qui sont aussi confrontés à cette situation problématique-là. Donc, il y a certainement plusieurs de ces citoyens-là qui posent des questions au conseil d'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de vous mettre en lien avec eux et de poser des questions au conseil d'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Mais je vais aussi, comme maire du plateau, profiter de l'occasion de l'élection d'un nouveau maire de Rosemont-Petite-Patrie pour le contacter et essayer d'en savoir davantage sur leur plan d'action sur cette question. Nous procédons avec la prochaine question de Mme Danielle Quignou. Bonsoir. Environ 2 semaines avant la dernière élection municipale, les résidents de la rue Milton entre Clark et Saint-Urbain vous ont fait parvenir une pétition concernant le placotoire de la rue Milton. Nous désirons savoir si vous l'avez reçue et quelles seront les suites. Nous demandions que le placotoire soit démantelé à cause des problèmes que sa présence engendre, particulièrement la nuit, en termes de bruit, incivilité, drogue et prostitution. Nous suggérions de profiter de ce démantèlement pour réorganiser la voie cyclable qui, dans la direction vers l'ouest, présente un danger compte tenu du partage de l'espace entre les voitures et les vélos dans une section trop étroite de la chaussée. L'établissement d'une voie séparée pour les vélos en direction ouest pourrait être aménagé au profit de toutes les parties concernées. Enfin, quel futur est envisagé pour la maison du jardinier et du jardin Notman? Il y a des années qu'elle est inhabitée et couverte de graffitis, malgré les efforts de nettoyage répétés de la ville. Je vous remercie au nom de mes voisins pour les réponses que vous apporterez à ces questions. Oui, je vais répondre. Donc, effectivement, nous avons constaté par de nombreuses interactions avec les citoyens et des visites que Alex Norris et moi-même avons fait sur place, que l'installation temporaire que nous avons faite, effectivement, avait des améliorations, pouvait être améliorée. Donc, le marquage au sol a été retiré déjà et très prochainement, dans les prochaines semaines, le placotoire va être également retiré. Donc ça va être fait très prochainement. À moyen terme, pour l'été prochain, nos services travaillent actuellement avec la direction de la maison Notman et le comité des citoyens Milton Park pour l'aménagement, un aménagement extérieur qui aurait comme deux priorités l'embellissement des lieux et la quiétude du voisinage. On sait que c'est un secteur sensible, donc l'aménagement temporaire prendra soin de faire ce qui est nécessaire pour respecter la quiétude et la sécurité du voisinage. Donc le travail est en cours, les plans ne sont pas encore terminés, mais on aura quelque chose de beau à vous présenter l'été prochain. Et pour ce qui est de la maison du jardinier, l'évaluation patrimoniale est toujours en cours. Nous n'avons pas eu de retour de l'évaluation pour l'instant, mais on vous tiendra informé quand celle-ci est faite. Donc, vous le savez sûrement, il faut qu'on évalue l'importance patrimoniale des lieux avant de décider si on conserve et on restaure ou bien si on met à terre la maison du jardinier. Voilà. Prochaine question de M. Alain Pétel.
Je représente un comité de voisins du parc sans nom, duquel nous avons connu énormément de problèmes de nuisances sonores et d'insalubrité depuis le printemps dernier, et ce presque quotidiennement. Le parc sans nom est situé sur la rue Clark, à l'angle de la rue Arcade. À ce niveau, nous avons interpellé à maintes reprises le SPVM au cours des derniers mois, mais ces derniers n'ont pu établir l'ordre, étant donné la très haute fréquence de ces nuisances dans ce lieu qui ressemble plus à un terrain abandonné, jonché de mégots de cigarettes, de capsules de bière, de morceaux de verre brisés et de détritus de toutes sortes, qu'un espace public sain dans un secteur résidentiel. Nous remercions le SPVM des efforts qu'il a consentis, malgré l'insuccès de ses interventions. Cela dit, nous avons également interpellé les élus de l'arrondissement qui se sont montrés très, très à l'écoute de cette situation, qui mine profondément notre qualité de vie en tant que propriétaire et résident riverain des lieux. Ici, notre niveau de tolérance a atteint sa limite. Enfin, la question que nous souhaitons poser ce soir est celle-ci. Quelles mesures compte prendre l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour faire du parc sans nom un lieu convivial exempt de débordements nocturnes, de nuisances sonores et d'insalubrité? Notez que le parc sans nom est situé entre le parc Lassa de Sella et le skatepark. Ce dernier qui comporte également son lot de difficultés. Vous trouverez en pièce jointe une note qui fait état de nos demandes préliminaires concernant le parc sans nom et pour laquelle nous souhaitons une rencontre dans les meilleurs délais avec les élus et les représentants des services concernés. Alors donc, tel que mentionné, il y a un document qui est déposé au soutien de la question. Oui, donc je vais commencer la réponse et ma collègue Marie Plourde va poursuivre. Juste pour vous dire, Monsieur Pétel, que nous sommes très au courant depuis d'ailleurs plusieurs mois là, de la situation difficile vécue dans le parc sans nom et pour les voisins autour. Pendant la campagne, votre nouvelle élue, Marie Sterling, m'a amené dans le parc pour que j'aille voir. Je sais que vous avez rencontré les deux Maries déjà. Elles m'ont aussi parlé de la situation. Donc, vous avez déjà eu une rencontre avec elle et nous prenons la situation très au sérieux. Nous avons été en contact régulièrement avec le SPVM et on va continuer de travailler de manière coordonnée. Nous, on va faire ce qu'on peut faire de notre côté et continuer d'interpeller le SPVM pour s'assurer que le règlement sur les parcs soit appliqué. Et voilà, donc je vais vous assurer là, que le maire du plateau et l'ensemble des élus, là, on est conscient qu'il y a un vrai problème dans le parc et on veut le résoudre. Et je laisserai Marie répondre peut-être un peu plus spécifiquement. Oui, ben écoutez, M. Pétel, on vous l'a mentionné lors de notre rencontre au mois d'octobre. Marie Sterling et moi, on s'est engagés pour en faire un dossier prioritaire parce que ce ne sont pas des vues de l'esprit, ce sont vraiment des faits avérés. On était sur le terrain avec vous, on était en mesure de constater qu'effectivement, les gens, en plus, on avait beau retirer certaines tables à pique-nique et ancrer les autres au sol. Les gens ont défait les ancrages pour les bouger et organiser des fêtes. Il y a aussi des événements qui étaient très troublants, notamment le jeune homme qui a été poignardé au mois de septembre. Donc, ce sont vraiment des enjeux qui sont très importants pour nous et on s'est engagé à essayer d'améliorer la situation et on maintient cet engagement-là. Cela dit, lors de notre rencontre aussi, on avait évoqué quelques problèmes de salubrité autour du parc Lassa, qui est juste à côté. Alors, je peux quand même, je sais, vous êtes probablement au courant, puisqu'on a déjà avisé le comité vert qui a fait une demande pour créer une ruelle verte, un petit tronçon champêtre juste à côté du parc Lassa, ce qui pourrait nous aider à gérer quelques problèmes, dont le problème de rats et le problème aussi de gestion de poubelles dans ce coin-là. Donc, on voit ce projet-là d'un bon œil qui pourra nous aider aussi à relancer ce quartier-là, mais ce n'est pas tout. On prend les enjeux au sérieux et on va aller vous rencontrer encore une fois et on va essayer d'organiser là, cette table ronde avec toutes les personnes autour de cette table. Peut-être, Marie Sterling, tu veux rajouter un petit mot, étant donné que tu étais de nos rencontres? Oui, bien sûr, c'est ça. On est particulièrement préoccupés par ce problème-là. Et moi aussi, du fait que j'habite 3 rues derrière et que j'ai entendu une partie de ce que vous deviez entendre. On est très, très donc sensible à ça.
Et puis, on va regarder un ensemble de solutions. Puis, avec Marie, on s'était dit, c'est aussi une manière de reconfigurer cet endroit qui aboutit un peu en nowhere. C'est pour ça qu'il est occupé de cette façon pendant la nuit. Donc, pendant la nuit, même la soirée. Là. Donc, oui, je ne peux que renchérir. Et on va revenir, c'est ça, on va chercher des solutions aussi avec vous, les citoyens, qui observez des choses plus finement encore que nous, on peut le faire. Prochaine question de Marie-Claude Tardif. Les déchets sont un problème récurrent dans le ghetto McGill. Les résidents mettent un peu n'importe où, un peu n'importe quand, poubelles, recyclage et compost à la rue. Des sacs éventrés sur les trottoirs attirent la vermine. Les ratons laveurs, une moufette et des rats ont été vus dans notre secteur. Nous croyons qu'il est essentiel de trouver des solutions permanentes à ce problème. Croyez-vous qu'il serait possible d'installer dans tout le quartier des affiches bilingues informant sur les collectes, triage de déchets, jour de la semaine, etc., sur les montants des amendes en cas de non-respect du règlement, ainsi que sur le risque d'augmentation de la population des animaux qui viennent avec le problème des déchets. Aussi serait-il envisageable d'installer à quelques endroits, comme à l'embouchure nord de la ruelle Hutchison, une affiche interdisant de laisser des déchets sauvages ou bien des cloches qui permettraient aux résidents de déposer leurs ordures à l'abri. Un document est également déposé au soutien de la question. Alors, merci, Maître Groux. Je vais me permettre de répondre à cette question de la part de Mme Tardy. Nous intervenons déjà à plusieurs niveaux pour nous attaquer à la question de la propreté du secteur Milton Park. Comme vous le savez, c'est l'un des secteurs où on a le plus haut taux de roulement des résidents dans tout le plateau Mont-Royal. La Charte de la langue française permet effectivement de distribuer des informations bilingues lorsqu'il s'agit d'une question de santé publique ou de salubrité. L'arrondissement a déjà mis des accroche-portes bilingues dans le secteur. C'est une action que nous pouvons reprendre. Et nous mettons déjà de la nouvelle signalisation à certains endroits clés pour rappeler aux gens qu'il est interdit de déposer des vidanges hors des heures de collecte et aux endroits non prévus. J'ai bien pris connaissance des photos que vous nous avez soumises. Ce que vous avez photographié est effectivement inacceptable. Je sais que nos services ont essayez de prendre le contact avec vous. On laissait un message parce qu'ils souhaitaient obtenir des informations complémentaires concernant, je crois, le lieu précis où ces photos ont été prises. Alors, si vous pouvez retourner le message qui vous a été laissé par un membre de nos services, ça serait fort apprécié. Et on est reconnaissant du fait que vous êtes vigilante dans ce dossier. Et c'est un travail en continu. Donc, merci pour votre question et on va faire un suivi. Les trois prochaines questions portent sur le même sujet. Alors, il s'agit de questions de M. Simon Brulotte, Mme Valérie Cusson et M. Étienne Jangen. Alors, la première question, où en est rendu le plan d'aménagement du parc Jeanne-Mance et est-ce qu'il inclut l'aménagement d'un parc à chiens? Deuxième question, l'espace actuel du parc à chiens dans le parc Jeanne-Mance, non clôturé, dois-je le rappeler, est inadéquat et dangereux pour les chiens et les usagers du parc. Les chiens qui traversent l'avenue du parc, des cyclistes qui se font rentrer dedans par des chiens qui courent, des enfants qui se font sauter dessus par des chiens joyeux. Chaque semaine apporte son lot préoccupant. Il est temps d'obtenir un espace approprié et sécuritaire maintenant. L'idéal serait d'installer un espace clôturé temporaire en attendant le parc officiel prévu dans le réaménagement. Nous sommes prêts à le faire nous-mêmes dans les prochaines semaines s'il le faut. Autre idée, accordez-nous le terrain de baseball durant l'hiver et installez des clôtures pour fermer les ouvertures. Installez de grandes pancartes à l'endroit actuel pour informer les usagers. Allongez les heures d'utilisation actuelles qui sont trop restreintes. Et la dernière question, demande d'une installation de clôture au parc Jeanne-Mance pour créer un parc à chiens sécuritaire et des heures d'ouverture pendant toute la journée
Idéalement, le parc à chiens restera au même endroit où il est actuellement situé. Notre groupe représente les propriétaires de chiens du plateau Mont-Royal-Ouest, Outremont-Sud et Myland-Sud, et un document est déposé au soutien de la question. Alors, merci beaucoup pour les questions, M. Boulotte, Mme Cuisson et M. Jongen. Concernant le plan directeur du parc Jeanne-Mance, le dépôt de ce plan directeur est attendu au début de l'an prochain. Toute la question de l'aménagement ou non d'une aire d'exercice canin clôturée a fait l'objet d'une longue série de consultations publiques que nous avons eues au cours du dernier mandat. Ayant écouté de près tout ce qui a été dit lors de ces consultations, j'ai moi-même, en tant qu'élu responsable du secteur, rédigé un mémo à l'administration centrale pour faire écho de votre revendication. Et j'ai même consulté des experts en patrimoine et en architecture de paysage pour même proposer un lieu. Et à ce sujet, M. Jongen, j'ai pris connaissance des deux sites que vous avez suggérés dans le document que vous nous avez soumis. Je peux vous dire que ma proposition était pas mal similaire au deuxième site que vous avez proposé au sud du Luc et à l'est de l'avenue du Parc. Je sais que le bureau du Mont-Royal est en train d'analyser les différents emplacements qui pourraient servir d'aire d'exercice canin clôturé. Et j'ai bon espoir que qu'un tel aménagement sera prévu dans le plan directeur qui est attendu au début de l'an prochain. Alors ça, c'est la première étape. Il faut souligner que nous venons tout juste d'être assermentés. Nos nouveaux rôles au sein de l'administration, la prochaine administration, celle qui commence maintenant, n'ont même pas encore été définis. Donc, c'est certain qu'en tant qu'élu du district de Jeanne-Mance, je prendrai le contact avec la nouvelle personne qui sera désignée responsable des grands parcs, une fois que le comité exécutif aura été formé. Et je lui ferai part des préoccupations des maîtres de chiens et des autres usagers du parc quant à la nécessité de faire aménager un aire d'exercice canin clôturé dans le parc de Jeanne-Mance. Alors, merci pour vos questions et pour votre vigilance à ce sujet. Prochaine question provenant de Mme Julia Carvalho. Bonjour, au nom de plusieurs voisins propriétaires de petits chiens et qui fréquentent le parc à chiens du parc La Fontaine, je me demandais, serait-il possible qu'une section de cet espace soit clôturée et réservée aux petits chiens? Le grand nombre de grands chiens rend difficile d'assurer la sécurité des petits chiens. Merci. Je vais prendre la question. Donc, merci beaucoup, Mme Carvalho, pour votre question. C'est effectivement des choses dont on entend parler à l'occasion, le besoin exprimé par certains maîtres de chiens d'avoir un espace à part pour les plus petits chiens. Je sais que ça s'est fait ailleurs. Toutefois, à court ou moyen terme, ce n'est pas prévu pour l'aire d'exercice canin du parc La Fontaine. En fait, vous savez certainement en fait que le parc La Fontaine est en cours d'une grande rénovation générale. Il y a eu des consultations très étendues qui ont eu lieu en 2017 et 2018. Et suite à ces consultations-là, il y a un plan directeur qui a été préparé et déposé. Vous pouvez le trouver sur le site de Réalisons Montréal, le plan directeur du parc La Fontaine. Il n'y a rien qui est précisé comme tel quant à l'avenir de l'aire d'exercice. C'est certain qu'on est bien conscient qu'il est nécessaire et que quand on sera rendu là, il y a plusieurs phases là, de mise en œuvre du plan directeur. Là, on est au début. Mais quand on va être rendu au parc à chiens dans le secteur de la pelouse Sherbrooke, c'est le nom de ce secteur-là, on va pouvoir prendre en considération là, tous les besoins. C'est pas en ce moment, c'est pas une orientation qui est privilégiée, mais on va certainement étudier la question, à savoir là, si ça peut être bénéfique.
Évidemment, on rappelle à tous les propriétaires de chiens que vous devez être quand même en contrôle de votre animal. Vous ne pouvez pas amener jouer au parc à chiens un animal qui peut être incontrôlable et agressif avec les autres chiens, peu importe leur grosseur. Voilà. Merci, bonne soirée. Prochaine question de M. Robin Boisvert. Bonjour, félicitations à toute l'équipe pour l'élection. On se demande quand est prévue la réouverture du chalet du parc Baldwin, comme la roulotte avec toilette de remplacement est fermée depuis un moment. Le 19 octobre, l'arrondissement nous répondait par courriel: nous admettons que la présence d'installations sanitaires dans ce secteur est essentielle. Nous estimons que les travaux seront complétés pour le début du mois de novembre. Nous arrivons à la fin novembre et ce n'est pas complété. Lors de la campagne, le maire Rabouin disait dans un débat que la ville avait compris avec la pandémie que des toilettes dans les parcs, c'était un service essentiel et qu'on ne reculerait plus à ce sujet pour l'avenir et que vous aviez bien compris. Quelle est la date de réouverture du chalet et pourquoi la roulotte de remplacement avec installation sanitaire est-elle encore barrée? Dernier courriel à l'arrondissement sans réponse. Merci. Oui, Monsieur Groux, je vais prendre la question. Monsieur Boisvert, bonsoir. Merci pour les félicitations. Pour la situation là, que vous évoquez, on est vraiment désolé de cette situation-là. En fait, ce qui s'est passé, le bloc sanitaire a été fermé à quelques reprises lors des dernières semaines, effectivement, en raison d'actes de vandalisme. Donc, le chalet là, qui est fraîchement rénové, qui comprend des nouveaux vestiaires, des toilettes, va ouvrir, selon l'équipe de la gestion immobilière, le 6 décembre prochain. Et donc, d'ici là, il reste environ 2 semaines. Si la température le permet, le bloc sanitaire là, va demeurer ouvert. Le bloc sanitaire ne peut pas résister au gel. Donc, s'il devait faire sous zéro, là, on aurait un problème à ce moment-là, là, mais sinon, le chalet avec les toilettes et les vestiaires sera ouvert à partir du 6 décembre. Donc, merci pour votre compréhension et bonne soirée. Prochaine question provient de M. Garnet Lee. We're looking to relocate our food manufacturing facilities to 4680 d'Iberville. We produce fresh, dry, steam, and fried noodles. We also produce Oriental cookies, Fortune, and almond cookies. We also produce Oriental sauce, plum, and soya sauce. Our facilities would require to install refrigeration equipment outside, exhaust fans for our cooking process and drying process. 1 or 2 exterior floor silos are approximately 2 stories high. We understand there are restrictions on noise, smells, and vibration to this area, so we would appreciate if you would approve an occupational permit for us to relocate to this building. Thank you for your kind attention to this matter, and we remain yours, truly. Oui. Thank you, Mr. Lee, for your question. Le service de l'urbanisme nous a informé qu'il y avait une demande de permis qui était effectivement à l'étude. Nos professionnels sont en liaison avec vous ou avec vos représentants pour nous assurer que votre projet respecte bien la réglementation. Donc, il faut poursuivre ce travail-là d'accompagnement de nos équipes, de relation avec nos équipes pour vous assurer que le projet est conforme. Et si votre projet est conforme, vous allez avoir votre permis. Donc, je vous invite à poursuivre le travail avec l'équipe du service d'urbanisme. Et nous en sommes à la dernière question de ce soir pour la séance ordinaire. Donc, question qui provient de M. Pierre Pagé. Bonsoir, bravo pour vos résultats électoraux bien nets et bonne chance dans vos travaux à venir. Étant donné l'achalandage très important l'hiver dernier à la patinoire de Gaspé-Bernard, ce qui a souvent causé des conflits d'usage entre patineurs et joueurs ou des départs vu le trop grand nombre d'utilisateurs, étant donné aussi la fermeture temporaire de l'Aréna Saint-Louis, étant donné le fait que la seule autre patinoire du secteur est située bien
loin au sud au parc Jeanne-Mance, avez-vous envisagé de créer un continuum le long de la rue Bernard avec une patinoire agrandie à de Gaspé? Il y a actuellement des bandes en surplus à côté de l'immeuble et de la place pour agrandir au nord et au sud. Une patinoire sur une belle surface cimentée du 77 Bernard, puis une piste glacée pouvant relier le parc de planches à roulettes à la patinoire de Gaspé. Sinon, au moins commencer dès maintenant à agrandir celle de Gaspé-Bernard. S'il vous plaît, au nom de tout un groupe d'habitués de longue date. Merci, Monsieur Rabouin, Monsieur le maire. Je vais prendre cette question. Alors, bonjour, Monsieur Pagé. Heureuse de vous retrouver. Fidèle au poste quand il s'agit des patinoires. Alors, c'est un enjeu là, qui a toujours été très important suite au déplacement là, de la patinoire qui était située au Parc Saint-Michel. On a fait des agrandissements sur le site de Gaspé. Je pense qu'il y a 2 ans, on a rajouté des bandes. On a étudié la possibilité de l'agrandir encore plus, mais ce n'est pas possible pour plusieurs raisons, dont il n'y a pas suffisamment d'espace là, pour pouvoir projeter la neige lors du déblaiement là, de la neige et pour nous permettre l'accès avec l'équipement pour l'entretien du site. Et aussi, du côté du champ des possibles, bien, il y a une dénivellation qui nous demanderait de travailler vraiment davantage la fondation sous la patinoire. Alors, c'est peut-être pas nécessairement ce qui est souhaité. Là, on ne voudrait pas avoir à toucher le champ des possibles. Et l'agrandissement pourrait aussi nécessiter l'abattage de certains arbres, là, ce qui n'est vraiment pas, vous en conviendrez, une solution qui est envisageable. Donc, mais pour l'idée là, de peut-être un petit chemin, ça ne serait peut-être pas pour cet hiver, là, mais il y a pas, on pourrait réfléchir à voir si on ne peut pas faire un petit chemin champêtre là, qui ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve là, dans le parc Laurier. Peut-être ça pourrait s'appliquer, mais je ne vous garantis rien, mais au moins on va le regarder. Et merci beaucoup de cette belle suggestion. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, nous allons terminer la période des questions et nous allons poursuivre avec la suite de l'ordre du jour à l'article 10.05, période de questions des membres du Conseil. L'article 20.01, approbation de la réduction au contrat avec l'organisme MU de 44 200 $ pour la gestion, le démarchage, la conception et la réalisation de murales du contrat initial de 150 000 $ pour un montant total au contrat de 105 800 $, taxes incluses. Oui, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.02, octroi de soutien financier totalisant la somme de 20 964 $, toutes taxes applicables, à différents organismes pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'édition 2021 du programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et approbation des projets de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.03, octroi d'une contribution financière de 5 000 $, taxes incluses, à Comité Logement du Plateau Mont-Royal pour la recherche action pour contrer les hausses de loyers abusives, deuxième phase du projet Plateau Mont-Royal, les loyers les plus chers en ville, et approbation du projet de convention à cet effet. Oui, je propose, appuyé par Marie Sterling, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.04, octroi d'une contribution financière de 4 800 $, taxes incluses, à la clinique juridique du Myland pour la réalisation d'une série d'ateliers de consultation à 2 volets pour les citoyens de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal en matière de droit du logement. Je propose, appuyé par Marie Sterling, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.05, octroi d'une contribution financière de 500 $, taxes incluses, à l'organisme Plein Milieu pour l'amélioration de la mobilité de leurs travailleuses de rue et l'accessibilité à leurs bureaux. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.01, acceptation de l'offre du Conseil de la Ville conformément au premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, concernant la prise en charge par le Bureau de la transition écologique et de la résilience, de la gestion des permis ainsi que de la gestion des registres d'utilisation des pesticides en lien avec l'application du règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée.
Adopter l'article 3002, résiliation de l'offre de service en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, au 1er janvier 2022 pour le traitement des nids de poules avec une colmateuse mécanisée par l'arrondissement de Ville-Marie. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3003, autorisation d'une dépense de 184 197,88 $, taxes incluses, pour un mandat d'études environnementales et géotechniques par la firme EXP, conformément à l'entente cadre 133-86-45. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3004, confirmation au ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec, les dépenses d'entretien du tronçon de la route verte de 3,4 km pour l'exercice financier 2021-2022 dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal totalisent 25 942 $ afin de recevoir une subvention de 5 847 $. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3005, radiation de la somme de 35 535,32 $ concernant les frais reliés au permis d'occupation temporaire du domaine public pour l'utilité de l'immeuble situé au 3950 à 3954 rue Coloniale. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3006, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour les périodes du 1er au 30 septembre et du 1er au 31 octobre 2021. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4001, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4002, ordonnance en vertu du règlement 2020-20 afin de repousser la date limite pour la réalisation des activités prévues au plan de relance de la rue Saint-Denis au 31 décembre 2022. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4003, avis d'intention relatif à la tenue du festival BD de Montréal sur le territoire de la SDC Pignon rue Saint-Denis au mois de mai 2022. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Les 7 prochains articles, soit les articles 40.04 à 40.10, concernent tous des règlements en avis de motion et en adoption des projets. Donc, il s'agit des règlements suivants. Règlement autorisant un emprunt de 6 990 000 $ pour la réalisation du programme de protection des immeubles. Règlement sur la taxe relative aux services, exercice financier 2022. Règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2022. Règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Carrefour du Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation à ses membres. Le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation à ses membres. Le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Laurier-Ouest, Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation à ses membres. Et enfin, le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Pignon rue Saint-Denis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation à ses membres. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption les projets de règlement suivants. Le règlement autorisant un emprunt de 6 990 000 $ pour la réalisation du programme de protection des immeubles, le règlement sur la taxe relative aux services, exercice financier 2022, le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2022, le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Carrefour du Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation à ses membres, le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la SDC du boulevard Saint-Laurent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation à ses membres, le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement
de la SDC Laurier-Ouest Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation à ses membres, et le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la SDC Pignon-Rue Saint-Denis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation à ses membres, lesquels sont déposés avec les dossiers décisionnels. Merci. L'article 40.11, adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de revoir les exigences relatives à certains usages dans des immeubles de la zone 0729. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 42, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'aménagement d'une mezzanine au toit du bâtiment situé au 3697 avenue de Laval. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 43, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la démolition de 2 bâtiments et la construction d'un musée sur les lots 2003-090 à 2003-097. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 44, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la requalification de la façade du bâtiment situé au 3455 rue du Rocher. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 45, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la construction d'un immeuble de 3 étages avec mezzanine, comprenant 19 logements et un commerce de coin sur le terrain au coin sud-ouest de l'avenue du Luth et de la rue de Montana, situé au 920 avenue du Luth-Est. Oui, il y a 2 coins, hein? Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 46, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment situé au 4144 à 4158, boulevard Saint-Laurent. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 47, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'aménagement d'une terrasse au toit du bâtiment situé au 435 avenue du Mont-Royal, ainsi que l'installation de panneaux photovoltaïques. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 48, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'usage salle de spectacle pour une durée déterminée à l'occasion du festival Taverne Tour. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 60.01, dépôt par le secrétaire d'arrondissement du procès-verbal de correction à l'égard de la résolution CA 21-25-0196. Je propose, appuyé par Alex Norris, de prendre acte du procès-verbal de correction tel que déposé. Adopter l'article 61.01, dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenu le 21 septembre et les 5 et 19 octobre 2021. Et le dernier article 70.01, levé de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Marie Sterlin, de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22 novembre 2021. Merci à tout le monde et bonne soirée. Il est exactement 20h54. Merci.